Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui reviendra aujourd'hui sur un classique du cinéma japonais, j'ai nommé Onibaba de 1964, réalisé par Kaneto Shindo. Kaneto Shindo, très connu pour avoir réalisé L'île nue, qui est un film que je vous conseille, qui est en fait un film sonore. C'est un film avec pas de paroles, juste avec un son. En gros, cela raconte l'histoire de pêcheurs et d'agriculteurs en fait qui ramènent de l'eau potable qui proviennent en fait de rizières qui sont pas sur l'île et en fait vont devoir refaire des traversées. Alors sur le papier peut être un peu chiant pour dire trivialement, mais en fait le film il est excellent. Il s'inscrit vraiment dans une œuvre où ça vous happe et c'est un film qui je trouve réussi, super parfait et excellent. Donc je vous conseille d'abord d'aller voir L'île nue de Kaneto Shindo, qui est aussi un film culte très connu. Mais aujourd'hui, je parle d'un film culte dans l'univers du film. Alors, comment pourrait-on dire? Film fantastique, film folk horror. Voilà, parce que je veux pas trop spoiler et je veux pas trop raconter même le genre du film qui pourrait peut-être spoiler et du coup décevoir un peu vos attentes. Donc, c'est un film qui est intéressant déjà parce qu'il y a un travail. Je parlerai du noir et blanc qui est vraiment magnifique dans ce film-là, avec la nature. Donc voilà, bon, c'est tout de suite. De quoi cela raconte? Et ben en fait, on se retrouve au XIVe siècle au Japon, qui est une période en fait de guerre constante. Et on va suivre une mère et sa belle-fille, qui en fait, pour survivre, vivent donc éloignés du monde de la ville, vraiment dans les points les plus reculés du monde rural, et vont tuer en fait les passants qui vont arriver. Donc ça peut être des soldats de guerre qui essayent de s'enfuir ou autres, des déserteurs. Et ce qui va faire qu'en gros, pour tuer, ils vont devoir tuer ces jeunes gens. Donc, Onibaba, sous-titré Les Tueuses en français, qui un sous-titre qui aurait pu ne pas y être, mais bon, c'est pas très grave. Onibaba, c'est une œuvre qui est, je disais, très intéressante. En termes de scénario, on s'attendrait aussi, chez Kaneto Shindo, il y a une simplicité en fait dans le scénario, dans une écriture beaucoup plus sobre. Et je trouve que le film est magnifique, c'est-à-dire que on commence en fait, il a cette force-là de répéter des actions en fait. On va revoir des éléments se reproduire. C'est-à-dire une vie classique, presque je dirais. On se lève, on va aller pêcher, on va aller nettoyer les vêtements, on va aller marchander aussi avec d'autres personnes de l'argent, parce qu'en fait c'est une période où pour survivre en fait il y a en gros des transactions un peu du troc qui se fait souvent de l'or ou des biens précieux contre de la nourriture hein, pour pouvoir survivre. Et donc c'est des choses qu'on va pouvoir revoir, donc des trocs, puis ensuite la préparation du dîner du soir, et enfin le coucher et un recommencement. Donc ça déjà c'est un élément qui est très important, je trouve, que pour un film comme celui-ci, c'est qu'il vraiment il s'inscrit dans une temporalité de répétition qui nous ancre vraiment dans l'histoire et dans ce que raconte Onibaba. Donc déjà ça c'est quelque chose de très intéressant que Kaneto Shindo a fait et que moi j'aime énormément dans ses films, et je trouve que dans Onibaba il le fait très très bien. Donc en termes d'écriture, il a une manière aussi d'amorcer des personnages très intéressants en fait. C'est-à-dire qu'il va vraiment nous les présenter petit à petit, par le biais aussi des répétitions d'actions assez banales, ou par des gestuels en fait qui vont vraiment définir chaque personnage. Donc ça c'est, je trouve, assez pertinent comment il joue sur ça, surtout sur des films assez anciens où on se dit que des fois c'est beaucoup plus compliqué de caractériser un personnage sans trop donner quelque chose de trop caricatural à ces personnages. Mais ça j'en évoquerai beaucoup plus dans la partie acteur et personnage. Donc voilà, on a un scénario qui est assez simple, basique, mais qui marche. Et ça, c'est génial parce qu'on a très peu ça en fait dans un cinéma actuel qui vraiment n'a pas cette finesse d'écriture. Pour un scénario, voilà, une histoire qui est vraiment complète, qui se termine
Alors c'est là qui est fort, c'est que les Japonais ont une manière de terminer les films. La tragédie qu'on peut avoir dans le monde occidental ne va pas être amenée de la même manière dans le cinéma japonais et asiatique généralement, qui ont une manière de terminer leurs films qui sont souvent beaucoup plus pessimistes que nos films à nous. Enfin, donc là on a parlé de le scénario qui est vraiment donc pertinent. Je vais passer rapide. En fait, je vais passer tout de suite à la partie technique. Pas rapide, hein, mais à la partie technique. Alors, en termes de montage, on est à ce qu'il y a de plus simple et de plus basique. On a des films assez anciens où il n'y avait pas forcément trop d'expérimentalité, j'allais dire, dans la manière de travailler ces films. Mais il y a vraiment une manière d'avoir un montage simple, classique, avec quand même du rythme. On va avoir beaucoup de scènes qui vont être rythmées par des cuts. Hein. Là, je pense à certaines scènes. Mais c'est surtout le noir et blanc en fait dans ce film là qui est magnifique. Moi j'ai relevé qu'en gros le film travaille beaucoup avec des roseaux en fait, parce qu'on se trouve un endroit qui est près d'une rivière, près d'un fleuve, et donc il y a beaucoup de roseaux, des éléments qui font que c'est des éléments toujours en mouvement, et ça c'est intéressant parce qu'en fait on se rend compte qu'il arrive à travailler sur le mouvement des personnages en fonction aussi des mouvements de l'environnement et du terrain dans lequel les personnages évoluent. Donc on peut avoir des scènes vraiment magnifiques où presque le vert ou le côté jaune de ce roseau ressort complètement en noir et blanc. On ressent complètement l'univers dans lequel les personnages sont, mais le noir et blanc donne vraiment un côté assez effrayant aussi, presque quelque chose d'animé, de vivant dans ces êtres inanimés, quoi. Et ça je trouvais ça pertinent parce qu'il travaille à fond le jeu d'ombre en travaillant sur la pénombre d'un personnage. Par exemple, s'il souhaite montrer quelque chose, mais de le faire durer dans le temps, on va pas voir la chose tout de suite. Et petit à petit, et très très lentement, il arrive vraiment à faire ça. Très très lentement, on va voir ce qui se passe. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi intéressant. Et aussi des plans visage. Ça, c'est avoir des très gros plans qui vont vraiment pouvoir montrer aussi les émotions des personnages. On va sentir, par exemple, une goutte qui va couler, qui va pouvoir faire ressentir le stress, la peur qui surgit chez ce personnage. Donc ça, j'ai trouvé ça super pertinent, et il y a très peu de réalisateurs de cette époque-là qui arrivent vraiment à donner le même impact. On n'est pas du tout sur un cinéma de Kurosawa qui est un très très bon cinéma, beaucoup autant maîtrisé, je dirais peut-être beaucoup plus maîtrisé, mais qui s'inscrit dans un autre type de cinéma de cette époque-là. Vraiment, Kaneto Shindo, il arrive à nous ancrer dans une histoire qui est passionnante et qui arrive vraiment à nous emballer dans sa globalité. Donc vraiment, on a, je trouve, un montage assez moderne pour cette époque-là. Un travail du noir et blanc qui est vraiment inégalé pour moi durant ces années-là, quoi. On n'avait pas forcément des films, surtout chez le cinéma japonais, qui peut être un cinéma beaucoup plus classique, avec des plans fixes, très peu de mouvements aussi. Et ça, c'est quelque chose d'assez fascinant. Donc il arrive vraiment à jouer aussi sur la peur. On se dit souvent que des films beaucoup plus anciens n'arrivent pas à nous toucher en termes d'émotivité, en termes de stress, de peur. Je trouve que c'est quelque chose qui marche complètement dans ce film-là, donc c'est quelque chose que je vous conseillerais de voir vraiment Onibaba. Donc voilà sur la partie montage. Ensuite, en termes donc d'acteurs, on a, alors je vais reprendre les noms parce que il y en a beaucoup. Il y a Jitsuko Yoshimura, qui est donc la belle-fille, qui elle joue du coup un rôle super intéressant parce qu'elle est à la fois un personnage qui va être apeuré par les événements qui vont lui arriver, un personnage aussi qui va affronter la figure, j'allais dire tutélaire, la figure de sa belle-mère, qui est vraiment là en opposition. Donc on a quelque chose qui revient souvent hein, dans les thématiques, pas forcément que du cinéma, mais dans les thématiques même de littérature, où il y a cette opposition entre la belle-fille et la mère. Et vraiment, il y a un travail qui est juste excellent. Et sur ces affrontements, une belle-mère donc, qui est jouée par Nobuko Otowa, qui est aussi géniale dans le rôle, qui est un peu
Voilà, la belle-mère qu'on ne voudrait vraiment pas avoir, parce que ça fait peur quand même. Mais voilà, qui arrive à jouer à la fois celle qui essaie de tenir en fait tout, de devenir chef et leader, jusqu'à la fin quoi, et qu'elle est prête à tout pour tenir un peu les rangs de sa famille, tenir les rangs de ce qui se passe autour d'elle, d'éviter les tentations, parce qu'il y a un gros sous-texte aussi sexuel qui est intéressant, avec un autre acteur qui s'appelle Kai Sato, qui là est aussi génial parce que c'est l'élément perturbateur dans le film. C'est l'élément qui va créer tout ce qui va dérouler dans le film. Alors il y a aussi quelques autres éléments, je vais y arriver, mais c'est un peu voilà, l'élément déclencheur, l'élément perturbateur, dont la belle-mère va devoir voilà, jeter un coup d'œil. Et voilà, là on a vraiment, je trouve que en termes d'actrice, surtout la belle-mère, elle arrive vraiment à pour moi, était je pense le meilleur des personnages et la meilleure des actrices dans ce film-ci. Même si les autres personnages sont importants. Donc il y a plein d'autres, il y a quelques autres acteurs, mais globalement, les 3 acteurs que vous allez retenir, c'est les 3 personnages que j'ai cités ici, parce que c'est les plus importants, c'est ceux qu'on va suivre le plus longtemps dans le film. Enfin, on a une bande-son donc très classique, très japonaise, qui marche bien aussi avec ce côté un peu yokai, dire ce côté esprit qu'il y a chez les Japonais. C'est-à-dire que ça s'inscrit presque dans une œuvre. Il y a une ambiance fantastique même au-delà de la musique, mais la musique renforce aussi et du coup donne une atmosphère assez lancinante aussi. Ce qui est fort, c'est qu'on a une musique qui progresse dans le temps et alors c'est pas une musique forcément que vous allez retenir en tête, mais même la bande son réussit vraiment à nous inscrire dans ce film qui est tout juste excellent. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce film Onibaba. Un film que je vous conseillerais vraiment d'aller voir parce que c'est une petite pépite de cinéma qui s'inscrit dans un cinéma japonais tellement vaste, il y a tellement d'autres auteurs. Ce que j'aimerais évoquer la prochaine fois, je pense, c'est le cinéma de Shoei Imamura. Voilà, donc je regarderai quel film j'évoquerai. Sûrement la balade de Narayama, donc la version d'Imamura qui est juste magnifique et qui vraiment propulse le cinéma japonais à partir des années, je crois qu'il date des années 80, qui vraiment propulse le cinéma japonais à quelque chose d'assez énorme en termes de cinéma, en termes de montage, de beaucoup de choses. Voilà ce que je pouvais dire sur le film Onibaba. Eh bien, je vous conseille d'aller le voir. Et sur ce, moi je vous dis, allez voir des films. Ciao!